Bonsoir à toutes et tous. Quelques mots d'abord en guise d'introduction. Alors, merci d'être venus si nombreux chez La Patronne pour cette soirée de lecture musicale. Je suis d'abord content d'avoir réussi à convaincre Jean-Louis Morel, mon ancien professeur de guitare, qui ne m'en visiblement toujours pas de l'avoir eu comme élève, puisqu'il a accepté de m'accompagner, de travailler avec moi depuis quelques semaines maintenant, ce que vous allez entendre ce soir. Je remercie aussi les éditions Saint-Martin, qui depuis une dizaine d'années maintenant publient mes textes. Alors, c'est tout, les textes que vous allez entendre ce soir sont extraits de deux recueils différents. L'un s'intitule Le nez de Rocheteau, et je vais vous lire trois textes de ce premier recueil qui ont pour point commun de se dérouler dans le métro. C'est un cycle sur le métro qui fait partie de ce recueil. Et puis ensuite, il y aura trois autres textes qui sont aussi des courts textes narratifs issus d'un autre recueil intitulé Peinture, paru en 2015. Le premier recueil datant de 2015. Si vous êtes intéressé à la partie, vous pourrez regarder sur la table à gauche, il y a quelques piles de livres. Métro 1. Dans le métro, à l'heure de pointe, je me jette sur une place curieusement restée inoccupée. D'ordinaire, cette situation éveille toujours les soupçons des usagers. La présence d'un clochard malodorant ou d'un chien méchant suffisent à les dissuader de s'asseoir juste à côté. Mais là, je ne vois rien de tel. Rien que des gens normaux. Un peu comme on déguste un dernier verre de vin, je m'apprête à savourer les dernières pages d'un roman dont j'avais dû m'interrompre la lecture le matin même. Et je relève la tête dans un sursaut. Face à moi, deux adolescentes en survêtement jouent avec leur tout nouveau portable. Je ne peux pas voir ce qui les captive tant, mais tout y est. L'image et le son. Je comprends qu'elles se repassent à un enregistrement réalisé entre copines. Elles ont mis le volume au maximum et en font profiter toute la rame. Autour de moi, les gens ne disent rien. Regardent leurs pieds ou font semblant de se concentrer sur un article de journal, alors que le vacarme causé par les deux filles rend cela tout à fait impossible. Moi-même, j'essaie de me replonger dans ma lecture, mais les rires enregistrés, augmentés des gloussements légèrement idiots qu'elles émettent en se regardant rire, m'arrachent de nouveau à ma lecture. Est-il possible que ces deux filles n'aient pas conscience de moi, leur voisin le plus proche? Que faire? Je pourrais très bien prendre mon mal en patience et attendre qu'elles descendent avant moi, mais quelque chose me dit qu'elles aussi vont caler jusqu'au centre. Là où se trouvent les magasins de luxe et les McDo, où elles ont sans doute rendez-vous avec d'autres copines. 20 minutes de trajet quand on ne peut se laisser distraire par rien d'autre, c'est long. Je me demande combien coûte ce genre d'appareil. Et si moi-même je pourrais m'en offrir un sans que mon budget s'en ressente jusqu'à la fin du mois. Dans ma tête se bousculent mes pensées de nature à condamner cette obsession à se filmer en tout lieu et en toutes circonstances, ainsi que la niaise soumission à la consommation qui va avec. Je convoque le quart d'heure de gloire d'Andy Warhol, une réminiscence de lecture de Jean Vautrin aussi, Kléber Bourguigneux je crois, qui avait photographié sa femme chaque jour dans le but de fixer le processus de vieillissement. À la fin de l'histoire, une lettre du photographe qui leur parvient post-mortem les informe que les milliers de photos n'ont pas pu être développées parce que leur appareil était défectueux. Une vie pour rien.
comme voilà où nous en sommes. D'un côté, il y a ceux qui, artistes, cinéastes, écrivains, enseignants, essayent de tisser quelques mailles d'autonomie et d'esprit critique dans la population. Et voilà ces pétasses qui détricotent tout en quelques gestes. Et leurs parents dans tout ça, savent-elles combien ils ont trimé pour pouvoir leur acheter ces gadgets merdiques? Je suis un peu tendu. J'avais bien remarqué aussi qu'elles avaient la fâcheuse tendance à parler fort pour s'entendre. Et un examen plus approfondi me fait comprendre pourquoi. Telles deux siamoises, elles sont reliées par un fil qui part du fond du sac de l'une d'elles et bifurque au niveau de leur poitrine vers leurs oreilles. Elles écoutent de la musique avec ce que j'imagine être un mini-lecteur MP3 et manifestement, il ne leur vient même pas à l'idée de couper le son pour se parler. Ce dernier détail, loin de me faire enrager davantage, m'apaise tout à coup. Et j'en viens presque à les plaindre d'être aussi bêtes. Je prends la décision de quitter le métro une station avant le centre pour ne pas me retrouver dans la commune, mais aussi pour ne pas assister à la pitoyable descente en ligne de ces enfants du zapping. Après avoir enjambé leur paire de Nike, je me dirige vers la porte. Là, l'une d'elles me dit d'une voix douce: Monsieur, vous oubliez votre parapluie. Je la regarde ébahie et quitte la rame sans même avoir la présence d'esprit de la remercier. Je l'imagine accompagnant ma sortie d'un plissement de sourcils. Après métro 1, métro 2. Une fin d'après-midi, après avoir laissé passer 2 rames de métro archi-bondées, je réussis à me faufiler entre la porte et une poussette pour prendre place près d'un jeune skater. Il n'était pas rasé. Ses cheveux sales étaient continués par des locks et il portait le pantalon à mi-fesse, conformément aux normes en vigueur dans son milieu. Il devait avoir une vingtaine d'années et me dépassait d'une bonne demi-tête. Cette seule différence de taille lui donnait une présence inattendue et, l'avouerai-je, gênante. Bien qu'il m'eût été impossible de dire pourquoi. Était-ce la promiscuité? Ou bien le caractère improbable de cette rencontre? Peut-être n'étais-je pas disposé ce jour-là à accueillir la différence. Coincé entre mon grand gaillard de voisin et la poussette, je ne pouvais même pas me baisser jusqu'à mon cartable pour en extraire un livre et m'évader un peu. Alors, je feignis de m'intéresser à la bande collée sur laquelle sont indiquées des stations. Et là, je fis cette découverte amusante. Sur la bande de gauche, quand on regarde dans le sens de la marche, les stations étaient disposées d'ouest en est, comme il se doit. On pouvait donc lire de gauche à droite les différentes stations de l'île, puis un peu plus loin celles des villes situées plus à l'est. Mons, Ouascal, Troyes, Roubaix et Tourcoing. Comme sur un plan en somme. Mais sur la bande de droite, ces mêmes stations figuraient en sens inverse. Ou, si l'on préfère, elles étaient reproduites symétriquement dans la première bande. Du coup, toujours en lisant de gauche à droite, on avait d'abord Tourcoing, puis Roubaix, Croix, et ainsi de suite jusqu'à Lille. Cette bande était donc un plan inversé, avec l'est à gauche et l'ouest à droite. Tout à cette découverte, je ne vis pas tout de suite que la poussette n'était plus là et qu'un autre skater s'était placé juste à côté de moi. Pas rasé, locks crasseuses et pantalon à mi-fesse. Il devait y avoir un rassemblement dans le secteur. Me voilà maintenant bien entouré, me dis-je en songeant de rechef à mes autocollants.
Sans le savoir, les deux skateurs m'offraient exactement le même spectacle. Celui de gauche avait un piercing sur la narine droite. Celui de droite s'était fait percer la narine gauche. L'un tenait son skate de la main droite, l'autre de la main gauche, et ainsi de suite. Je renonçais certes à pousser la comparaison jusqu'à leurs slips respectifs, dont l'élastique dépassait d'au moins 10 cm du pantalon, mais eussent-ils été troués, c'eût été sans aucun doute dans une parfaite symétrie. L'idée me vint alors que c'était peut-être grâce à de tels êtres que la rame, la ville, le cosmos tout entier conservaient leur parfait équilibre. Ils se tenaient donc là, l'un en face de l'autre, sans se regarder, sans se parler, et moi au milieu. À quoi pouvaient-ils bien penser? Avait-il déjà remarqué cette symétrie des stations et le mensonge que véhiculaient les autocollants du côté droit? Est-ce que cela les dérangeait autant que moi quand ils les lisaient? Le plus simple était peut-être de leur poser la question, mais j'eus comme l'intuition qu'ils s'en fichaient. De toute façon, ils avaient l'air déjà si désorientés, alors cette confusion de l'Est et de l'Ouest, ça ne devait leur faire ni chaud ni froid. J'allais me livrer à de plus amples développements sur cette jeunesse en manque de repères, quand soudain l'un s'adressa à l'autre au moment où les portes s'ouvraient. Moi, c'est Jeff. Content de t'avoir connu. Moi, c'est Greg. Et là, avant que Jeff ne quitte la rame, il tendit son bras vers Greg. Et ces deux demi-dieux se tapèrent amicalement le poing, juste au-dessus de ma petite tête de mortel. Métro 3. À la nuit tombée en hiver, tu t'engouffres dans le métro. Tout autour, des silhouettes voûtées, des visages fatigués. Certains semblent mus par le désir de se reconnaître entre soi et dévisagent un à un les passagers. Tu n'as pas envie de prêter le flanc à ce petit jeu et tu baisses la tête pour les oublier. Le métro lillois est totalement dépourvu des petits bruits qui font le charme du tramway. Avertisseurs au son de cloches et cliquetis en tout genre font défaut ici. Heureusement, les stations sont annoncées d'ordinaire par une voix féminine pleine de sensualité. Cela compense un peu. Mais ce soir, pas de chance, aucune voix ne sort des haut-parleurs. Tu t'apprêtes à vivre un voyage ennuyeux et n'attends plus rien. Une fois, la rame reste à quai plus longtemps que d'habitude. Tu relèves la tête pour vérifier que tu n'as pas oublié de descendre. Et là, tu lis sur le mur « Gare Lille-Flandre ». Ça va, tu as encore le temps. Le métro rencontre un problème technique et doit rester là quelques minutes. C'est à ce moment que des ricanements, venus du dehors, attirent ton attention. Un groupe de copines s'esclaffe en regardant dans ta direction. Elles sont bien plus jeunes que toi et ressemblent à des chanteuses de R&B. Tu ne peux pas les connaître. L'une d'elles est en train de filmer la rame avec son téléphone portable et semble beaucoup s'amuser. Tu comprends que derrière toi se tient une des leurs. Tu ne la regardes pas, mais tu sens bien qu'elle prend des pauses pour faire rire les autres. L'idée te vient alors que ce sont de pauvres petites poufs qui pouffent. Pouf qui pouf, pouf qui pouf. Tu as
envie de rire de ce jeu de mots particulièrement mauvais et un léger rictus se forme sur tes lèvres que tu ne parviens pas à dissimuler tout à fait. Quand elles s'en aperçoivent, elles deviennent carrément hilares. Cette fois, plus de doute, tu es bien la cause de leur rigolade. Toi, et non leur copine. En tout cas, pas elle seule. De vagues pensées te traversent l'esprit sur le droit à l'image et ce genre de choses. Mais de là à descendre, leur dire qu'elles ne peuvent pas te filmer sans ton accord, à quoi bon? Elles ont l'air si bêtes. De toute façon, une voix annonce la reprise imminente du trafic et ne t'en laisse pas l'occasion. Ta voisine a juste le temps de bondir hors de la rame pour rejoindre sa tribu. Elle se retourne, l'air amusé, un brin moqueur. Et tu reconnais immédiatement une de tes anciennes élèves. Pas très douée au demeurant, mais là n'est évidemment pas la question. Comment n'y avais-tu pas pensé plus tôt? En te voyant dans la rame, immobilisée, elle avait donc eu l'idée de monter et d'amuser ses copines en exécutant quelques minauderies dans le dos du prof. Pourquoi pas, après tout? Sauf que tu ne peux t'empêcher de penser qu'en tenant compte de ses échecs répétés au bac, elle doit avoir dans les 22, 23 ans aujourd'hui, et qu'il serait temps qu'elle passe à autre chose. Tu aimerais lui parler, prendre de ses nouvelles, mais il est déjà trop tard. Alors, à travers la vitre, tu lui fais un beau sourire et, quitte à entretenir ton ridicule, tu accompagnes ton départ d'un signe de la main. Tu emportes avec toi l'image d'une bande de filles pliée en deux, et elle, celle d'un prof idiot qui n'a rien compris au film. Ton métro disparaît dans un tunnel. C'est fini. Maintenant, des textes de l'autre recueil, Le voisin. C'est un homme de taille moyenne qui pourrait passer inaperçu dans une foule. Il m'arrive d'ailleurs de ne pas penser à lui pendant des jours, jusqu'au moment où nous nous croisons sur le trottoir. Là, je me dis immanquablement, « Ah oui, c'est vrai, il habite toujours dans le quartier. » À y réfléchir, ils sont peut-être des dizaines, des centaines, les gens du quartier que je ne connais que de vue comme ce monsieur. Il est pourtant le seul, me semble-t-il, qui provoque en moi cette pensée quand je le rencontre. Comme s'il me manquait quand je ne le vois pas plusieurs jours d'affilée. Je me demande ce qui fait de lui un être si singulier à mes yeux. Est-ce son type étranger, oriental? Ou peut-être est-ce parce que, par tous les temps, à toutes les saisons, il est vêtu de la même manière? Toujours tiré à quatre épingles avec son costume élégant et ses souliers impeccables. Il passe dans ma rue pour accompagner sa fille à l'école primaire, puis il refait le même chemin au sens inverse le soir. Une chose est sûre, il n'est pas très désireux de contact. Quand je le salue d'un bref signe de tête, comme cela peut arriver entre voisins qui se connaissent à peine, il ne me répond que d'un timide hochement. Je crois bien que je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Peut-être ne parle-t-il pas français. Un soir après l'école, alors que les parents d'élèves rentraient chez eux, j'ai remarqué qu'il restait un peu plus longtemps que d'habitude, probablement pour rencontrer l'enseignant de sa fille. Il était accompagné d'une dame qui semblait lui traduire les propos du directeur de l'école venu l'accueillir à la grille. J'en ai déduit qu'il n'était arrivé en France que récemment, il y a 1 an ou 2 tout au plus. Sa fille, elle, est manifestement plus à l'aise que lui. Je la vois rire avec ses nouvelles copines et elle leur parle sans difficulté. Une fois, le hasard m'a fait découvrir l'endroit où il habitait.
Alors que je marchais tout près de chez moi, je l'ai vu sortir d'une maison modeste située dans une rue voisine, avant de s'engouffrer dans une voiture, un gros modèle allemand. Je l'ai laissé s'éloigner, puis, mu par la curiosité, je me suis arrêté à la hauteur de sa porte pour y jeter un coup d'œil. Il y avait, collé sur la boîte aux lettres, une affiche discrète de la taille d'un tract et écrite dans une langue étrangère. Mes dispositions romanesques m'ont poussé à imaginer toutes sortes de choses. Cet homme était sans doute un réfugié kurde, un opposant au pouvoir central d'Ankara, ou bien un ancien diplomate, soudainement dans l'impossibilité de regagner son pays après la chute du régime qu'il servait dans un pays arabe. Ou encore un journaliste tchétchène parvenu à fuir in extremis la police secrète venue les arrêter, lui et sa famille. Le jour où je l'ai vu devant chez lui, j'ai ressenti du soulagement. Cet homme exilé avait réussi à reprendre pied au moins un minimum dans le pays étranger. Il disposait d'un toit pour abriter les siens et d'une voiture pour se déplacer. J'ai imaginé qu'il se rendait à des rendez-vous plus ou moins secrets, à des réunions politiques clandestines avec des compatriotes pour évoquer avec eux l'éventualité d'un retour au pays natal. Je me demande parfois si les autres parents d'élèves se posent aussi des questions à son sujet. S'ils ont au moins une fois essayé d'imaginer sa vie d'avant. Un sédentaire est-il capable d'accomplir le chemin qui mène à cet autre absolu qu'est l'émigré? Ce que j'observe autour de moi quand nous nous retrouvons tous devant la grille de l'école m'autorise à penser que non. Personne ne semble prêter attention au monsieur élégant. Alors il se contente de faire comme tout le monde. Un peu à l'écart et plongé dans ses pensées, il attend que sa fille vienne le rejoindre, puis il l'embrasse et ils repartent tous les deux en se tenant par la main. Bizarrement, je n'ai jamais vu la petite accompagnée par quelqu'un d'autre. Peut-être n'a-t-elle plus que son père. Je l'ai revu une fois au bout de sa rue. Il était au volant de sa voiture. Je me rendais à vélo au centre-ville pour faire une petite course quand je me suis retrouvé juste derrière lui à une intersection. Le feu est passé au vert et, contre toute logique à cet endroit, il a bifurqué à gauche, comme s'il voulait faire le tour du pâté de maison. Lorsque je suis repassé par là une vingtaine de minutes plus tard, j'ai vu que sa voiture était garée de nouveau devant chez lui. Cela m'a intrigué. Pourquoi prenait-il sa voiture pour revenir presque aussitôt à son point de départ? Cela s'est passé il y a environ 2 mois et depuis, je l'ai souvent vu répéter ce petit manège. Après avoir accompagné sa fille à l'école, ce qu'il fait toujours à pied, il revient dans sa rue, monte dans sa voiture, démarre et se mêle à la circulation jusqu'au premier feu. Puis il bifurque à nouveau, laissant les autres conducteurs poursuivre tout droit en direction du centre ou à droite pour aller vers l'entrée de la voie rapide. Au début, j'ai eu une pensée triste à son sujet. J'ai imaginé qu'il ne pouvait s'intégrer que de manière purement extérieure au balai de tous ces gens qui vont travailler, qu'il faisait semblant en quelque sorte. Puis, l'idée m'est venue que ces petits tours en voiture étaient au fond comme autant de tentatives de partir vraiment, de quitter définitivement ce pays qui l'accueille et d'accomplir le retour à la terre natale. À ceci près que le voyage ne durait que quelques centaines de mètres. À chaque fois, il regagne sa rue, stoppe le moteur et entre dans la petite maison. J'ignore à quoi il s'occupe pendant ces longues heures qui le séparent de la sortie de l'école. Rêve-t-il encore au retour? Y a-t-il déjà renoncé? S'il attend plusieurs années, saura-t-il encore reconnaître son pays natal? Depuis un mois, les habitants de la rue commencent à quitter les uns après les autres les logements qu'ils y occupaient. Toute la rangée de maisons est vouée à la démolition et sera bientôt remplacée par des immeubles plus modernes. Les familles de propriétaires vont bien sûr être dédommagées par la mairie. Quant aux autres personnes, elles vont être relogées ailleurs, à ce qu'il paraît, mais pas forcément dans le quartier. Je ne sais pas à laquelle de ces deux catégories le monsieur appartient, mais je constate en tout cas qu'il n'est plus là. La porte et les fenêtres de sa petite maison sont maintenant emmurées par des parpaings, et la Mercedes n'est plus garée à sa place habituelle.
Je ne vois plus sa petite fille à l'école. Je ne m'inquiète pas pour elle, à son âge, on se refait vite des copines. Son père non plus, je ne le vois plus. Je l'imagine toujours au volant de sa voiture, roulant dans son nouveau quartier, roulant et roulant encore, dans une route sans fin. Stan me laissait souvent sans nouvelles. Pendant des jours, il était capable de ne plus répondre au téléphone. Je finissais alors par passer chez lui et il me fallait m'armer de courage pour affronter la neige de froid qui paralysait la ville pendant de longs mois. Comme certaines lignes de tramway ne circulaient plus, je prenais le métro et devais effectuer le reste du chemin à pied, parfois pour découvrir qu'il n'était pas là. Alors je filais directement à la grotte. Là, s'il n'était pas déjà sur la scène, je n'avais qu'à regarder vers les tables où étaient assises de jolies filles. C'était encore le moyen le plus sûr de le trouver. Quand il ne jouait pas, il lorgnait sans cesse dans les autres tables, à l'affût de la moindre présence féminine. C'était un incorrigible charmeur, de ceux qui grillent la vie par les deux bouts. Et la vie, cela se résumait pour lui à la clarinette, la bière, son travail à mi-temps comme taxi de nuit, et les filles. Parfois, je le comparais à un coureur de 110 mètres haies. Il riait quand je lui disais cela. « T'as rien trouvé de mieux, mon intello ?» Je l'entendais souvent dire. Il est vrai qu'à côté de lui, je devais plutôt avoir l'air palo et renfrogné. « Prends pas ça, Stan, c'est une question de climat. Comment avoir envie de se marrer quand on n'a pas vu le soleil depuis des semaines, quand la ville est enveloppée dans cette nappe épaisse et grise, et que la nuit tombe à 3h30 d'après-midi ?» Je ne souffrais pas pourtant, c'était plutôt une sorte de moue continuel, réceptacle de la grisaille ambiante qui déteignait chaque jour un peu plus sur moi, comme sur un peu tout le monde. Enfin, pas sur Stan. Je me disais parfois que je me morfondais depuis trop longtemps sous les ciels nuageux d'Europe centrale. Mais de là à tout plaquer et à rentrer en France, il faut croire que cette vie me plaisait. Nous nous retrouvions à la grotte, un café sympa où on mangeait de bonnes crêpes. En bas, il y avait une grande salle sombre avec une scène et des instruments pour ceux qui avaient envie de jouer un morceau. Cela se passait toujours d'une manière improvisée. On trouvait un batteur, un contrebassiste, un guitariste et on jouait quelques standards des années 50. Quant au piano, il était toujours occupé par le même type, qui devait être aussi vieux que son instrument, avec un nez de poivron, le visage rongé par l'alcool. « Regarde à quoi tu ressembleras dans 20 ans, Stan. Tu te fous de ma gueule ?» On s'arrangeait généralement pour arriver une bonne heure avant tout le monde, histoire d'avoir le choix de la table et de parler un peu dans le calme. Mais Stan était toujours surexcité ces soirs-là. Il fumait cigarette sur cigarette et buvait beaucoup. Il entrait muni de sa petite valise marron qui renfermait son bijou. Il ne sortait sa clarinette que longtemps après. Il lui fallait d'abord humer l'atmosphère. Tout à coup, il assemblait les morceaux de son instrument, plaçait les manches précautionneusement et il montait sur la scène. Il jouait comme un dieu. Parfois, il restait sur scène pendant 20 minutes avant de céder la place au saxo qui attendait. Ce dernier pouvait enfin développer ses phrases pendant que Stan reprenait son souffle. Il aurait largement pu le couvrir, mais Stan avait une présence incroyable avec sa clarinette. Déjà physiquement, il en imposait à plus d'un. Pas très grand, mais râblé, large d'épaule, joufflu et grassouillet, les cheveux bruns gominés, l'œil noir au-dessus de valises naissantes. Il avait une tête de mafieux. Quand il nous rejoignait à la table, moi et les filles de la soirée, nous l'embrassions, c'était devenu un rituel. Mais lui n'était jamais content. Travailler des heures et se retrouver dans ce trou à rats. Lui qui n'avait jamais été très loin dans les études, il lui arrivait de sortir de ses gonds quand il était question d'étudiant. Regardez-moi, je suis cool avec ma petite queue de cheval et le trou dans ma chemise. J'ai un look d'artiste. C'est affreux, c'est affreux. C'était Stan qui me disait cela, lui qui portait toujours des vêtements impeccables. Il fallait le voir à la grotte fusillé du regard des musiciens qui arrivaient après lui et déballaient leurs instruments, pantalons troués, puis les cheveux longs. Voilà où nous en sommes, regarde, mais regarde! Encore un qui serait perdu si on lui coupait l'élastique. Arrête, Stan! Mais il ne m'écoutait pas et commençait à ranger sa clarinette. De toute façon, il ne restait jamais très longtemps après avoir joué, car il prenait son service à 23h. Une autre nuit l'attendait.
Et pourtant, je ne sais presque rien de lui. C'est le genre de personnage auquel on est capable de ne plus penser pendant des semaines et qu'on est sûr de retrouver quand on retourne dans sa région. Un personnage romanesque, aussi pittoresque que fascinant. Je ne crois pas l'avoir jamais vu travailler. Il est toujours d'humeur égale quand je le croise dans sa posture favorite, accoudé au comptoir de l'un des cafés de la petite ville qu'il n'a jamais quitté. Certains prétendent avec admiration qu'il est le meilleur client de plusieurs d'entre eux. En tout cas, c'est lui qui donne à cette ville son côté immuable, rassurant. J'ignore tout de ses occupations entre le moment où il émerge, probablement assez tard chaque jour, et le moment où il fait sa première apparition publique en fin d'après-midi. Quand on se croise, il me dit invariablement « Salut cousin !» Nous n'avons aucun lien de parenté, mais cette manière de m'apostropher remonte à plusieurs années, plus précisément à un soir où, passablement éméché, nous nous étions amusés à faire croire à un type de passage qui nous trouvait un air de famille, que nous étions effectivement parents. Pendant des heures, nous avions continué à les faire marcher, nous inventant un passé commun, des repas de famille chez un oncle imaginaire, de prétendues soirées passées entre cousins. Depuis, cette habitude est restée entre nous comme un clin d'œil à cette soirée dont nous avons tous les deux un excellent souvenir. Je ne dispose que de peu d'anecdotes sur lui. L'une d'elles me revient à l'esprit. Il a eu, il y a longtemps, une voiture. Un jour, c'était inévitable, les gendarmes lui ont confisqué son permis pour cause d'alcool au volant. Et il n'est jamais allé le récupérer. Cela s'est passé il y a 16 ans. Il a vendu son véhicule et depuis se déplace à vélo. Je crois que cette confiscation ne lui a fait ni chaud ni froid. Peut-être l'a-t-elle même arrangé car elle lui permettait de se délester d'un bien matériel encombrant et onéreux. Il se contente de peu de choses et bien que je ne lui ai jamais rendu visite, d'ailleurs, je ne sais même pas où il habite. Je l'imagine vivant dans un intérieur dépouillé qui témoigne de son obsession à traverser la ville léger. Il n'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'a jamais travaillé. Un été, personne n'a compris pourquoi, il a trouvé un stage comme palefrenier dans un centre équestre situé à quelques dizaines de kilomètres. Je ne le savais pas spécialement intéressé par les chevaux. C'était d'ailleurs le cas. C'est en tout cas la seule période où il a disparu de la circulation pendant plusieurs semaines, car il était logé sur place. Quand il est revenu, Loudun a été réellement intrigué par ce qui devait être pour lui une première expérience professionnelle. Nous l'avons donc questionné pour savoir comment s'était passé ce premier contact avec le monde du travail. Il semblait certes fatigué par les tâches quotidiennes à accomplir, mais pendant son récit, il n'arrivait pas à se départir complètement de son regard malicieux. C'est qu'il avait des histoires savoureuses à nous raconter sur les filles de bonne famille inscrites à ce stage par leurs parents, et avec lesquelles il était apparemment sorti du cadre de ses fonctions. Un beau jeune homme sentant le cheval avec de la paille plein les cheveux, c'était quand même de nature à faire tourner la tête de ces jeunes bourgeoises. Et après ses journées de travail, il n'avait rien contre quelques heures supplémentaires dans les écuries. Ces derniers temps, pour la première fois depuis 10 ans, il semble à nouveau désireux de voir autre chose. Il a l'intention de faire le cantinier pendant l'été, à travers tout le pays, en suivant les festivals de musique. L'idée lui en est venue en regardant un reportage à la télé. Il s'est procuré un vieux van en état de marche qu'il doit encore repeindre. Il lui faudrait juste un chauffeur pour l'accompagner, car pas question d'aller récupérer son permis de conduire après 5 ans. Il compte donc sur nos disponibilités aux uns et aux autres, et espère bien partir sur les routes de Bourgogne, d'Auvergne, de Franche-Comté, avec des plaques chauffantes installées à l'arrière pour faire ses crêpes et ses hot dogs, sans oublier le petit frigo pour les boissons fraîches. Je suis sûr qu'il va mener à bien ce projet. Puis il reviendra un jour ou l'autre, vers la fin de l'été. Je le retrouverai dans un bar et j'écouterai ses nouvelles histoires. C'est comme cela qu'il aborde l'existence. Il vit,
engrange des tas d'impressions qu'il met en forme pour les raconter à ses copains. D'une certaine manière, c'est un écrivain, même si ce qu'il raconte demeure inécrit, je le suppose du moins. Il appartient à la catégorie des conteurs. Je me demande s'il ne va pas profiter du bain pour disparaître complètement. Cette idée me fait frissonner. Musicien professionnel, bien sûr, et à plusieurs projets. Et si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur YouTube, sur je sais pas, la page Facebook de ce groupe, il y a un groupe qui s'appelle Outre Mesure, qui tourne beaucoup dans la région lilloise, un autre qui s'appelle le Groupe des Docs, un troisième dont j'ai oublié le nom avec le Doc Box, pardon, avec le violoncelle. Voilà, donc si vous avez la curiosité de vous renseigner, vous pouvez le faire. Encore merci à vous de vous être récompensés. Des échanges. Bon, d'accord. Un autre. Bon, là on va faire ça de manière absolue, parce que on n'avait pas pris. On reste debout. Ça ne fait pas en fait le rappel. Numéro 1. Alors rappel 1. Un texte sur lequel on n'a pas travaillé, mais c'est bien, on va voir ce que ça donne. Vous verrez peut-être bien la différence. Vous me direz, hein. Si l'acclamation est encore plus forte, c'est que... Bon allez, je vais vous lire un texte qui se passe dans un TGV allemand. D'accord? Non? Oui, d'accord. Ça s'appelle ICE, Intercity Express. Donc c'est le TGV, enfin l'Inouï, parce qu'on appelle ça Inouï maintenant. Comment le TGV va être bientôt débaptisé. Oui. Oui, ça va s'appeler l'Inouï. Pour une lecture musicale, je trouve que Inouï, en fait, c'est bien, c'est super. J'y avais pas pensé. Bon, sauf que je sais plus quel est le titre. Ah oui, c'est L'homme d'affaires. L'homme d'affaires. C'est un texte assez cool. Moi, j'aime bien les formes brèves, de toute façon. Alors. L'homme d'affaires. Notre ICE a quitté Munich et je file déjà à vive allure vers Francfort. Je me suis assis à côté de la fenêtre après m'être excusé auprès de la voisine que j'ai obligé à se déplacer momentanément. La jeune mère tient son enfant dans ses bras et essaie de l'occuper, tantôt en lui montrant un livre de couleurs, tantôt en agitant pour le distraire un petit hochet. J'aime bien la musique que produit cet objet. Il me semble qu'elle a toujours existé, que la bande-son de mon enfance était déjà la même. En face de nous, un homme d'affaires a ouvert son ordinateur portable et semble plongé dans l'analyse d'un dossier important. L'univers sonore de l'ère numérique est bien différent. Les clochettes et cliquetis ont été remplacés par des bruits plus feutrés, presque imperceptibles. À n'en point douter, notre voisin appartient à une caste de personnes importantes, celle des décideurs. Et je m'étonne qu'il ne voyage pas en première classe. Il n'a même pas relevé la tête à mon arrivée alors que je m'apprêtais à le saluer. Je suppose qu'il
qu'il en a été de même lorsque ma voisine s'est assise avant moi. À le voir pianoter et passer ses coups de téléphone comme si nous n'étions pas là, je me dis qu'il ne diffère pas tellement des jeunes gens hyper connectés que je rencontre souvent dans le métro et qu'il m'est arrivé de décrire. Il nous offre un spectacle d'un genre particulier, un mélange d'autisme et d'exhibitionnisme. En attendant, le bébé est en proie à une agitation croissante. Il a mal aux dents et mordit son objet en plastique de manière compulsive, sans parvenir à se calmer. Sa mère est désemparée. Elle semble s'inquiéter de plus en plus pour la tranquillité de son entourage à mesure que les sanglots augmentent, bientôt remplacés par de vrais pleurs. En face de nous, l'homme montre maintenant son agacement. On sent bien que les négociations qu'il mène au téléphone ne peuvent souffrir en principe aucun dérangement. Pourquoi ne se déplace-t-il pas jusqu'à la plateforme réservée aux appels? A-t-il peur que je lui vole son ordinateur? Ou que la jeune mère lui dérobe des données confidentielles avec son enfant dans les bras? Alors que je lui suggère d'un simple geste d'aller poursuivre sa discussion un peu plus loin, il me lance un regard réprobateur qui semble signifier « Ce n'est pas à moi de me déplacer, je ne gêne personne, moi ». Cette intolérance me fait repenser à un passage d'Annie Ernaux que j'avais souligné il y a plusieurs années et qui racontait l'agacement de 3 usagers du RER vis-à-vis des cris poussés par un enfant noir de 3 ou 4 ans. Le gamin ne tenait apparemment pas en place et les empêchait de poursuivre leur discussion philosophique. Tout ce qu'ils avaient lu sur les différences culturelles et la tolérance s'évanouissait tout à coup et leurs nombreuses références ne leur étaient plus d'aucun secours. Il est curieux et même troublant de revivre dans le monde réel une situation qu'un écrivain a déjà formulée dans son livre, comme s'il pouvait exister une répétition de la littérature dans la vie. En attendant, nous restons là, un peu par inertie sans doute, 3 personnes très différentes. Un homme d'affaires en plein travail, une mère qui culpabilise au sujet du bruit causé par son petit enfant, et un voyageur qui observe la scène, bien obligé de cohabiter le temps d'un voyage. Merci encore. Merci. Et bonne suite de soirée. Il ne faut pas boire des petits coups, manger. Nous allons passer la suite de la soirée ensemble, j'espère. La lecture est terminée, mais pas la soirée. Je vous remercie. Bravo.